Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous consacré à Plus belle la vie. Aujourd'hui, nous vous proposons de revenir en détail sur le résumé complet de l'épisode 501, un épisode clé, lourd de conséquences, où chaque certitude vacille et où la vérité commence à révéler un visage beaucoup plus inquiétant que prévu. Dans cet épisode, tout part d'un instant de chaos. Un coup de feu. Une arme encore chaude. Des témoins sous le choc. Lorsqu'Ariane et Idriss arrivent sur les lieux, l'urgence impose une décision immédiate. Stanislas est là, l'arme à la main, abasourdi, incapable de comprendre ce qui vient de se passer. En quelques secondes à peine, le doute s'installe. Le soupçon se pose. Et dans ce climat de tension extrême, un policier devient un suspect. Les menottes claquent. Le silence se fait. L'erreur semble déjà consommée. Mais très vite, les paroles de Luna et de Martin changent la donne. Stanislas n'est pas le tireur. Quelqu'un d'autre était présent. Quelqu'un qui a fui. Quelqu'un qui court toujours. Cette révélation n'apaise rien. Au contraire. Elle ouvre une brèche. Car si Stanislas est innocent, alors le danger est toujours là. Invisible. Insaisissable. Au commissariat, la pression monte d'un cran. Patrick Nebou convoque ses équipes. Le ton est ferme, sans détour. Une ligne a été franchie. Une accusation a été portée sans certitude. Et dans un service déjà fragilisé, ce type d'erreur laisse des traces. Ariane et Idriss doivent faire face à leurs choix, à leurs doutes, et à une réalité dérangeante, ils ont peut-être agi trop vite. Mais l'épisode ne s'arrête pas là. Car derrière cette erreur se cache une vérité bien plus troublante. Idriss le comprend peu à peu, Hubert Joseph savait. Il savait que Stanislas était surveillé. Il savait que son nom figurait dans le collimateur de l'enquête. Et il s'est tu. Pourquoi? Par prudence? Par stratégie? Ou pour protéger quelque chose ou quelqu'un? Pendant que l'enquête s'enfonce dans une zone grise, d'autres trajectoires personnelles se dessinent, plus discrètes mais tout aussi importantes. Steve tente de reprendre le contrôle de son avenir. Il cherche un sens, une direction, une place. Mais face à lui, Charlotte oppose un refus net, sans détour. Une porte se ferme. Une déception de plus. Et l'apprentissage brutal que certaines vocations se construisent dans la solitude. Apolline, de son côté, affronte ses propres blocages. Elle hésite, recule, doute. Le chemin vers la reconstruction est là, à portée de main mais encore difficile à emprunter. L'épisode prend alors le temps de montrer ses fragilités silencieuses, loin des armes et des enquêtes, mais tout aussi lourdes à porter. Puis survient le choc. La perquisition chez Nino Dutertre n'aboutit pas. Trop tard. L'homme est retrouvé mort. Pendaison. Fin brutale. Fin définitive. Avec lui disparaît une vérité essentielle. Une piste cruciale réduite au silence. Et une enquête qui se retrouve amputée de réponses. Le doute devient certitude, quelqu'un tire les ficelles. Quelqu'un agit dans l'ombre. Et dans les toutes dernières minutes, l'épisode bascule dans une tension presque suffocante. Dans un couloir du commissariat, Martin entend une voix. Une voix qu'il reconnaît immédiatement. Celle de la fusillade. Celle qu'il n'a jamais oubliée. Son corps se fige. Son regard change. Il comprend. Quelques secondes plus tard, Hubert Joseph apparaît. Les regards se croisent. Aucun mot n'est nécessaire. Tout est dit. Martin sait. Et Hubert le sait aussi. L'épisode 501 se referme sur cette certitude glaçante, la menace ne vient peut-être pas de l'extérieur. Elle est déjà là. À l'intérieur. Et elle est prête à frapper de nouveau. Ariane et Idriss arrivent sur les lieux et découvrent Stanislas, encore sous le choc, son arme baissée. Stanislas, baissez votre arme. Maintenant. Stanislas obéit, visiblement dépassé par la situation. Ce n'est pas moi, je vous jure que ce n'est pas moi. Idriss s'avance et lui passe les menottes, sans répondre.
La tension est à son comble. Ariane se tourne alors vers Luna et Martin. Est-ce que c'est lui qui a tiré? Luna secoue la tête, catégorique. Non. Ce n'est pas Stanislas. C'était un autre homme. Martin complète aussitôt. Il était habillé en noir. Et il portait des baskets oranges. Il est parti en courant. Ariane échange un regard avec Idriss. La décision est immédiate. Enlevez-lui les menottes. Idriss s'exécute. Je suis désolé, Stanislas. Stanislas reste silencieux, encore sous le coup de l'accusation. Un peu plus tard, au commissariat, Patrick Nebou convoque Stanislas, Ariane et Idriss dans son bureau. L'atmosphère est tendue. Vous vous rendez compte de ce qui s'est passé? Il regarde successivement Ariane et Idriss. Vous avez interpellé l'un des vôtres sans preuve formelle. Ce genre d'erreur, on ne peut pas se le permettre. Ariane tente d'expliquer. On pensait agir vite pour protéger Luna et Martin. Agir vite, oui. Accuser sans certitude, non. Idriss baisse la tête. Je m'excuse, commandant. J'ai eu tort de soupçonner Stanislas. Patrick se tourne alors vers lui. Vous êtes libre, capitaine d'Aumont. Mais cette affaire est loin d'être terminée. Le tireur court toujours. Justement. Tant qu'il est dehors, personne n'est en sécurité. En sortant du bureau, Idriss s'adresse discrètement à Ariane. Hubert Joseph était au courant. Il savait que Stanislas était dans son collimateur. Ariane s'arrête net. Tu es sûr de ça? Oui. Il le savait. Cette révélation ajoute une nouvelle zone d'ombre à l'enquête. Au cabinet, Charlotte est en train de travailler lorsque Steve frappe à la porte. Entrez. Steve s'avance, un peu nerveux. Je voulais vous remercier. Ce qu'on s'est dit l'autre jour m'a fait réfléchir. Charlotte relève la tête. Réfléchir à quoi? À mon avenir. Je me suis inscrit au concours de la police technique et scientifique. Le concours de points? Oui. J'ai besoin de faire un travail qui me motive vraiment. Charlotte acquiesce. C'est une décision sérieuse. Encouragé, Steve se lance. Et en attendant, je voulais savoir si je pouvais faire un stage avec vous. Charlotte marque une pause, puis répond franchement. Steve, je préfère être claire. Je ne suis pas patiente, je n'aime pas me répéter et je ne prends pas de stagiaire. Steve encaisse la réponse. D'accord, je comprends. Ce n'est rien de personnel. Je ne ferai pas d'exception. Steve hoche la tête, résigné. Charlotte garde un ton posé. Ce n'est pas contre toi. Si je fais une exception pour toi, je devrais le faire pour tout le monde. Et je ne souhaite pas encadrer de stagiaires. Steve acquiesce, tentant de rester positif. D'accord. Merci quand même pour votre franchise. Avant de quitter le cabinet, il ajoute. Même sans stage, ce que vous faites m'inspire beaucoup. Charlotte ne répond pas et reprend son travail. Au cabinet médical, Apolline entre et s'approche du bureau de Léa. Bonjour, Apolline. Bonjour, je voulais vous dire que je ne viendrai pas au groupe de parole. Léa relève aussitôt la tête. Celui sur le vaginisme? Oui. J'ai commandé un kit, mais ça n'a pas fonctionné. Léa tente de la rassurer. Ces difficultés ne se règlent pas avec un simple kit. Le groupe peut vraiment aider. Certaines femmes ont réussi à dépasser ce blocage. Apolline hésite. Je ne suis pas sûre que ce soit fait pour moi. Vous pouvez simplement écouter. Rien n'est obligatoire. Et ça se passe où? Au pavillon des fleurs. Apolline réfléchit quelques secondes. D'accord, je vais y penser. Prenez votre temps. Plus tard, au commissariat, Steve rejoint Morgane dans son bureau. Ça ne va pas? Charlotte a refusé que je fasse un stage avec elle. Morgane réagit sans surprise. Ça ne m'étonne pas. Charlotte est plutôt solitaire.
Steve soupire. Je pensais pourtant être motivé. Elle ne fonctionne pas comme ça. Elle travaille seule, et elle n'aime pas se répéter. Steve s'installe face à Morgan, visiblement déçu. Je comprends pas, j'avais juste envie d'apprendre. Morgan hausse légèrement les épaules. Steve hésite, puis tente encore. Tu la connais un peu, non? Tu pourrais peut-être lui parler de moi? Morgan secoue la tête. Je ne la connais pas vraiment. Et si j'interviens, ça risque surtout de se retourner contre toi. Tu crois? Oui. Si elle doit changer d'avis, ce sera parce qu'elle en aura envie. Pas parce que quelqu'un insiste pour toi. Steve acquiesce, résigné. D'accord. Il quitte le bureau sans ajouter un mot. Au commissariat, Idriss et Stanislas font face au commandant Hubert Joseph. Le ton est sérieux. Vous avez demandé à ce que Stanislas soit surveillé? Demande Idriss. Hubert ne nie pas. Oui. Depuis quand? Depuis le début de l'affaire. Je voulais m'assurer qu'il n'y ait aucun lien. Stanislas intervient, tendu. Vous saviez que j'étais dans votre collimateur, et vous ne m'avez rien dit. J'aurais dû. Idriss insiste. Vous aviez confiance en votre adjoint? Je suis sur cette affaire depuis le départ. Un silence s'installe. Celui qu'on cherche doit être interrogé au plus vite, tranche Stanislas. On lance une perquisition, confirme Idriss. Quelques heures plus tard, la perquisition a lieu au domicile de Nino Dutertre. Mais l'homme est introuvable. La fouille ne permet pas de le localiser. Quelques instants plus tard, l'information tombe. Nino Dutertre est retrouvé mort. Il a été pendu. Le choc est total. Idriss reste silencieux, le regard figé sur la scène. Hubert Joseph accuse le coup. Non. Personne ne commente davantage. La stupeur domine. Stanislas rompt finalement le silence. On devait l'interroger. Idriss acquiesce. Et maintenant, c'est impossible. La mort de Nino Dutertre met brutalement fin à toute possibilité d'éclaircissement immédiat. Au commissariat, Morgan se présente dans le bureau de Patrick Nebout. Patrick, tu as une minute? Vas-y. C'est à propos de Steve. Patrick l'écoute. Il a décidé de passer le concours de la police scientifique. Ah. Il aimerait faire un stage avec Charlotte Dubois, mais elle refuse. Patrick esquisse un sourire. Ça lui ressemble. Tu pourrais appuyer sa candidature? Patrick secoue la tête, amusé. Ton ami a déjà une très bonne avocate. Morgan comprend le message. D'accord. Un peu plus tard, au Mistral, Jean-Paul Boé arrive de bonne humeur. Plus aucun voyant allumé. Léa le regarde, dubitative. Tu as fait comment? J'ai suivi les conseils d'un type sur Internet. Sérieusement? Et ça marche. Jean-Paul affiche un sourire satisfait. Léa regarde Jean-Paul, dubitative. Donc tu fais confiance à quelqu'un que tu ne connais pas pour réparer ta voiture? Jean-Paul sourit, satisfait. En tout cas, ça fonctionne. Au commissariat, Luna et Martin répondent à la convocation d'Ariane. Elle leur montre une photo. Vous reconnaissez cet homme? Nino Dutertre. Martin observe attentivement, puis secoue la tête. Non. Je ne l'ai jamais vu. Ariane échange un regard avec Idriss. C'est lui qui vous suivait. Il est mort. Luna reste interdite. Mort? Il a été retrouvé pendu. Martin détourne le regard, troublé. On cherche maintenant à comprendre qui lui a demandé de vous surveiller. Plus tard, dans les couloirs du commissariat, Martin attend qu'on vienne le raccompagner. Une voix retentit derrière une porte entr'ouverte. On reprend demain. Je veux un rapport complet. Martin se fige. Il reconnaît immédiatement cette voix. Son regard se durcit, son souffle se coupe. C'est la même voix que celle qu'il a entendue le soir de la fusillade.
Il comprend alors. Quelques secondes plus tard, Hubert Joseph apparaît dans le couloir. Leurs regards se croisent. Un court instant. Martin détourne aussitôt les yeux. Hubert marque un temps d'arrêt. Il a compris. L'épisode 501 s'achève sur une sensation troublante, presque étouffante. Rien n'est réellement résolu. Au contraire, chaque révélation semble avoir ouvert une faille supplémentaire. Une faille où la confiance s'effrite, où les certitudes s'effondrent, et où le danger change de visage. La mort de Nino Dutertre laisse un vide immense dans l'enquête. Avec lui disparaissent des réponses essentielles, mais aussi la possibilité de comprendre qui tirait réellement les ficelles. Ce silence brutal n'est pas une fin. C'est un avertissement. Quelqu'un a voulu faire taire une vérité. Et quelqu'un y est parvenu. Au commissariat, les lignes bougent. Les regards ne se croisent plus de la même façon. Le doute s'installe là où régnait autrefois la confiance. Idriss, Ariane, Stanislas, chacun repart avec ses questions, ses soupçons, et la sensation amère d'avoir frôlé quelque chose de beaucoup plus grave que prévu. Et puis il y a Martin. Martin, qui a entendu cette voix. Martin, qui sait désormais. Sans preuve. Sans mots. Mais avec une certitude glaçante. Ce simple échange de regards avec Hubert Joseph suffit à tout faire basculer. Car quand la vérité devient trop dangereuse pour être dite, elle s'imprime dans le silence. Et ce silence-là annonce rarement quelque chose de rassurant. L'épisode se termine ainsi, sur une tension sourde, prête à exploser. La menace est toujours là. Invisible. Proche. Peut-être déjà à l'intérieur du système. Et une chose est désormais sûre. Ce qui s'annonce ne sera pas une simple enquête de plus, mais une épreuve qui mettra chacun face à ses choix, à ses loyautés et à ses limites. La suite promet d'être sombre, imprévisible et profondément dérangeante.